Alors Pourquoi donc? aujourd'hui, donc, on m'a confié la tâche de présenter le traitement chirurgical des complications de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et entre-temps, la conférencière qui m'a précédée, on a assez parlé, et je la remercie puisqu'elle m'a facilité un peu la tâche. Alors, je commencerai par dire que la maladie d'ulcère gastro-duodénal a bénéficié ces dernières années de l'apport du traitement médical, ce qui a rendu plus facile les choses, du moment que ces thérapeutiques sont devenues de plus en plus efficaces, ce qui a fait connaître aussi la physiopathe de cette maladie, avec notamment l'éradication de cette bactérie fameuse, l'Helicobacter pylori, qui ont permis donc de diminuer le taux de complications. Et c'est vrai qu'on en voit de moins en moins les complications dues aux ulcères gastro-duodénaux. Toutefois, lorsqu'une complication survient, il faut savoir que la chirurgie garde quand même une place. Ce traitement chirurgical, donc, qui est surtout consacré lorsqu'il y a des complications, mais il peut aussi avoir un certain rôle dans l'éradication de la maladie ulcéreuse. Mais vous allez voir que traiter la complication reste évidente, mais traiter la maladie ulcéreuse en un seul temps est devenu chose rare. Alors, je tenais à faire notamment une petite mise au point sur les bases anatomiques des nerfs vagues. J'ai vu tout à l'heure parmi les questions, les gens ne connaissent pas ce que c'est que le nerf vague et ce que c'est que la vagotomie. Il faut savoir que l'estomac, parmi les innervations de l'estomac, les deux nerfs vagues sont les principaux nerfs, qu'on appelle aussi les nerfs pneumogastriques, et qui viennent d'abord d'un trajet d'abord intrathoracique. Donc, la réalisation d'une vagotomie doit faire connaître d'abord les bases anatomiques de ces vagues, d'où ils viennent. Ils ont d'abord un trajet qui est intrathoracique. Ces nerfs vont donc descendre le long de la trachée. Ils sont droit et gauche par rapport à la trachée. Une fois qu'ils traversent le diaphragme, ils changent un petit peu, il y a une rotation et ils deviennent antérieurs et postérieurs. Donc, lorsqu'on aborde le nerf vague pour aller faire une vagotomie tronculaire, il faut aborder en dessous diaphragmatique et donc il faut aller les rechercher aussi bien à la face antérieure de l'œsophage qu'à la face postérieure de cet œsophage. Donc vous avez une disposition modale, comme vous pouvez le voir ici, un nerf vague antérieur et un nerf vague qui est en postérieur, et il y a une distribution modale en sachant que le vague antérieur va donner des branches hépatiques, donc vous allez voir qu'il y a des branches hépatiques qui vont aller, et il y a le nerf postérieur va donner des branches cœliaques. Alors sachez que lorsqu'on va faire une vagotomie, c'est-à-dire aller ligaturer ce nerf vague tronculaire au niveau de l'œsophage, on altérera aussi toutes ces branches hépatiques et cœliaques. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait une vagotomie tronculaire, il y a des conséquences aussi ailleurs, notamment le fait de sectionner ce qu'on appelle le nerf de la targée qui fait suite donc à ces branches principales et qui se termine par une patte doigt au niveau de l'antre. Ce nerf de la targée qui a un rôle important dans la motricité du pylore, lorsqu'on le sectionne, eh bien, il y a une sténose réactionnelle du pylore. C'est pour ça que lorsqu'on fait une vagotomie, automatiquement, on va associer ce qu'on appelle une pyloroplastie. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait une vagotomie, il y aura une sténose réactionnelle du pylore et donc l'estomac aura des difficultés à aller faire sa vidange. Il faut donc associer une pyloroplastie. Alors, il y a différentes, il faut savoir qu'il y a dans le traitement, à l'époque, on faisait un traitement de l'ulcère, lorsqu'il n'était pas compliqué, c'était en froid, et donc on faisait les vagotomies tronculaires et on associait à une entrectomie ou une pyloroplastie. Et la vagotomie tronculaire, comme je vous ai dit, consiste à aller sectionner les deux nerfs vagues antérieurs et postérieurs pour donc abolir la sécrétion gastrique acide. Sauf que cette vagotomie tronculaire, je vous ai dit, a eu des effets secondaires, notamment sur les branches hépatiques et cœliaques. C'est pour ça qu'ils ont essayé de s'améliorer. Ils sont passés à la vagotomie sélective. La vagotomie sélective, c'est-à-dire on va sectionner ces nerfs vagues, notamment le nerf de la targée, mais tout en préservant les branches hépatiques et les branches cœliaques. Mais la même chose, vous allez voir que même si vous sectionnez donc ce nerf de la targée, il y a toujours le même problème
au niveau du pylore. Et donc, même dans ce cas, il faut associer une pyloroplastie parce qu'on a altéré la patte doigt qui se termine à travers le nerf de la targée. Et donc, il faut associer une pyloroplastie. Et d'où est venue aussi la vagotomie suprasélective. Et cette vagotomie suprasélective, justement, c'est elle qui va préserver le nerf de la targée avec sa terminaison en patte doigt, et elle ne va sectionner que les branches qui sont donc sélectionnées pour la petite courbure gastrique, pour l'estomac, tout en préservant donc les branches extragastriques et les branches au niveau de la région antropylorique. Et dans ce cas-là, la suprasélective n'aura pas besoin d'être associée à une pyloroplastie. Voilà la pyloroplastie, elle vous en a parlé tout à l'heure, notre collègue. C'est d'aller faire donc une section tout au long du pylore, donc du sphincter pylorique en amont et en aval, et d'aller fermer de façon contraire pour élargir cet orifice pylorique et permettre une vidange gastrique plus aisée. Ou bien, dans ce cas-là, si on ne peut pas faire de pyloroplastie parce que le pylore est trop serré ou trop scléreux parce qu'il est fibrosé, on va faire ce qu'on appelle la gastro-entéronastomose, c'est-à-dire on va chaîner carrément cette sténose et on va remonter une anse pour faire la vidange gastrique autrement. Alors, le but du traitement chirurgical dans les complications des ulcères gastro-duodénaux, c'est d'aller traiter la complication et ses conséquences. Complication, par exemple, une perforation, elle a comme conséquence la péritonite. Il faut aller aussi traiter cette péritonite. Secondairement, le traitement chirurgical dans les ulcères compliqués, c'est d'aller éviter les récidives. Et comment éviter les récidives? C'est en allant traiter la maladie ulcéreuse en même temps, chose qu'on fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que la maladie ulcéreuse actuellement a des traitements médicaux qui sont très efficaces. Et là, quand le malade vient pour une complication inaugurale, c'est-à-dire qu'il va venir la première fois il saigne pour un ulcère gastrico-duodénal, on ne va pas aller faire une vagotomie tronculaire pour aller lui éviter des récidives, mais on va plutôt traiter juste la complication, le mettre sous traitement et probablement il va très bien répondre au traitement, il va cicatriser, il ne va plus refaire de récidive après ça. Alors, on va voir la première complication qui est importante à nos yeux. Bon, c'est vrai que les hémorragies c'est la première complication, mais on va démarrer d'abord par la perforation. Les perforations d'ulcère gastro-duodénal, et d'abord la perforation de l'ulcère duodénal, comme elle vous a dit ma collègue qui m'a précédé. Le traitement non opératoire dans l'ulcère duodénal, il garde certaines indications, mais à des conditions, c'est la méthode. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une question, quelle est la différence entre technique de Taylor et méthode de Taylor? Il n'y a pas de technique et de méthode, c'est la même. C'est la méthode de Taylor, c'est-à-dire le traitement non opératoire de la perforation ulcéreuse duodénale. Et dans ce cas, il faut qu'un patient soit en bon état général, il faut qu'il n'y ait pas de péritonite, il ne faut pas qu'il ait mangé auparavant, il faut que ce soit un estomac qui est vide, donc il était à jeun au moment de la survenue de cette perforation, et que les douleurs datent de moins de 24 heures, avec un traitement médical instauré le plus vite possible, sauf que cette indication, bien sûr, elle a comme inconvénient, elle va retarder un petit peu le traitement chirurgical, et donc il y a un taux d'échec qui est important, de 16 à 28%, ce qui va retarder quand même la chirurgie alors que c'était un échec, et on va augmenter donc les risques que cette malade soit en péritonite alors qu'elle ne l'était pas avant. Il y a un taux de morbidité important aussi, qui va de 24 à 50%, mais ça dépend des critères de sélection. Il y a une mortalité aussi qui est importante de 5 à 8%. Pour une pathologie bénigne, c'est quand même important, et c'est pour ça qu'il faut des critères de sélection très importants pour dire, en tant que chirurgien, ce malade va dépendre d'une péritonite plutôt, d'une technique ou d'une méthode de Taylor, ou bien il doit passer au bloc pour aller être opéré d'emblée. Lorsqu'on a une perforation au niveau de l'ulcère duodénal, il faut retenir que la prise en charge reste chirurgicale
elle est la règle jusqu'à preuve du contraire. Une chirurgie qui est de plus en plus, si vous voulez, mini-invasive, puisqu'avant on ouvrait automatiquement par une laparotomie, maintenant on va plus vers la célioscopie, vers la laparoscopie, quelques trocars dans l'abdomen et on règle le problème, donc sans ouvrir une laparotomie. Le traitement chirurgical commencera donc par principe, donc faire une toilette péritoniale et suturer la perforation. Et le traitement chirurgical de la maladie ulcéreuse, c'est-à-dire faire la vagotomie avec pyloroplastie, n'est pas systématique à ce jour, je vous ai dit. Donc pour l'instant, le traitement chirurgical de l'ulcère duodénal consiste à aller faire traiter la perforation et la toilette péritoniale pour la péritonite, mais en aucun cas on va penser d'emblée à aller traiter l'ulcère, la maladie ulcéreuse, par une vagotomie avec pyloroplastie. Alors la technique, donc, comme je vous ai dit, c'est d'aborder par laparoscopie le plus souvent, c'est la méthode de référence actuellement, puisqu'elle n'est pas invasive. La laparotomie est envisagée d'emblée si l'occlusion majeure avec distension, c'est-à-dire que lorsque vous avez un malade qui vient au stade de péritonite avec une grande distension abdominale et tout, vous n'allez pas penser peut-être à faire une célioscopie, il vaut mieux aller ouvrir parce que vous avez besoin de faire un bon lavage, une bonne exploration de l'abdomen avec un état de choc, notamment lorsqu'il n'est pas compensé. Alors, la technique chirurgicale d'abord commence par faire un prélèvement bactériologique, c'est très important. Si vous avez un malade que vous avez reçu au-delà de 6 heures de cette perforation, ça veut dire que la péritonite risque de devenir quand même septique. Il faut faire un bon prélèvement avant de commencer, nettoyer la cavité péritoniale avec l'aspiration donc de pus ou de débris alimentaires, ça dépend ce qu'on trouve, et aller maintenant explorer l'abdomen, donc étage par étage, et rechercher où est exactement cette perforation, notamment lorsqu'elle est antérieure au niveau de D1, c'est-à-dire le premier duodénum, qui est la localisation la plus fréquente, comme vous voyez, elle apparaît pratiquement 60% de toutes les perforations. La perforation peut être au niveau de l'antre, c'est-à-dire la partie distale de l'estomac, c'est pratiquement 20%, et comme elle peut être au niveau de la petite courbure gastrique, c'est un peu caché, un peu plus haute, c'est 20% pratiquement de toutes les perforations. Alors, une fois qu'on a retrouvé cette perforation, il faut faire donc une suture sec ou bien faire une épiploplastie. Qu'est-ce que c'est qu'une épiploplastie? Lorsqu'on a suturé ce duodénum-là, comme vous voyez, avec des points séparés de préférence, on va ramener le grand épiplan, un grand épiplan qui est connu pour sa richesse vasculaire, on va le fixer sur cette plaie-là comme un colmatage qui va aider, comme il est très richement vascularisé, il va aider à cicatriser cet ulcère et cacher éventuellement une petite fuite qui peut être entre deux points qui sont mal faits ou mal suturés. Donc une épiploplastie, c'est plus une sécurité pour protéger cette suture qu'on a réalisée au niveau de cette duodénotomie. Alors, il y a des cas où cette perforation sera un peu difficile à retrouver, notamment lorsque c'est des perforations de siège atypiques, elle vous a dit tout à l'heure notre collègue, elles sont atypiques lorsqu'elle est postérieure. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente à retrouver comme lorsqu'elle est en antérieur. Lorsque la perforation est antérieure, une fois qu'on fait notre exploration de l'abdomen, on la trouve, elle est en face de nous. Mais lorsqu'elle est postérieure, il faudrait aller faire des décollements duodénaux de l'estomac et du duodénum pour aller la retrouver à la face postérieure. Cette perforation peut être aussi masquée par des fausses membranes. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a une perforation, l'organisme va réagir de façon autodéfense et certains organes qui sont à côté, que ce soit le côlon droit, notamment l'angle codique droit, le grand épiplan, le foie qui va descendre, ils vont colmater cette perforation qui sera masquée et donc si c'était pour la boucher et éviter un peu les complications de péritonite. Cette perforation peut être aussi étendue. Elle est tellement étendue qu'il y a un déchiquetement un petit peu de la paroi duodénale à tel point qu'on ne peut pas faire de suture sur ça et on va être quand même élargir vers une entrectomie, c'est-à-dire une gastrectomie distale. Alors la question qui se pose toujours lorsqu'on a une perforation, on a suturé, on a nettoyé donc notre abdomen,
Faut-il terminer ou pas par un traitement de la maladie ulcéreuse, c'est-à-dire vagotomie et pyloroplastie? Eh bien, la question est non actuellement, puisque la réalisation du vagotomie en urgence n'est pas obligatoire dans ce contexte. Une fois que vous avez traité la perforation, vous avez nettoyé votre abdomen, vous allez refermer et envoyer votre malade vers un gastro-entérologue pour une meilleure prise en charge pour sa maladie ulcéreuse qui va très bien répondre en général avec toute la panoplie de médicaments que l'on possède actuellement. Alors, la mortalité par ulcère perforé duodénal est rare, c'est vrai. C'est une maladie qui est très, si vous voulez, bénigne, qui a des suites opératoires très simples en général. Cela dit, en urgence, la mortalité peut aller de 6 à 30%. Non seulement c'est en fonction du stade de diagnostic, parce que quand vous avez un malade qui vient après 2 ou 3 jours de péritonite, ce n'est pas comme un malade qui vient 6 heures après avoir commencé à avoir sa douleur. Et donc, et ça dépend aussi du terrain. Si vous avez un malade qui est taré, qui est âgé, qui a plusieurs maladies associées, c'est pas comme un malade qui est jeune, n'ayant aucune part, un ASA 1 ou un ASA 2. Alors, l'ulcère gastrique perforé, c'est un peu la même chose, sauf qu'avec cette notion de bénignité ou de malignité, lorsque l'ulcère paraît bénin et en dehors de tout aspect évident de tumeur, la suture simple est la même que lorsqu'on fait, comme pour le duodénum, on associe ou pas une épiplosplastie, c'est la méthode de choix. Donc, une fois qu'on a un ulcère perforé gastrique, on l'a individualisé, on a bien exploré, on est sûr que c'est du bénin, il n'y a pas de tumeur sous-jacente ou bien, surtout qu'on va bien explorer. Et bien là, la méthode de choix, c'est d'aller suturer et faire une épiplosplastie ou sans épiplosplastie. S'il est localisé au niveau de la petite courbure, comme vous pouvez voir là, c'est difficile à suturer à ce niveau-là. On peut aller faire même une petite résection cunéiforme qui nous servira entre-temps de base anatomopathologique pour aller analyser s'il n'y a pas quelque chose de suspect et resuturer donc au niveau de ce segment qui a été réséqué. Le segment, bien sûr, réséqué est bien sûr automatiquement adressé en anatomopathologie à la recherche de quelque chose de suspect à ce niveau. Alors, un ulcère gastrique perforé, s'il est malin, eh bien, la question qui se pose, faut-il traiter en même temps la malignité ou pas, c'est-à-dire, faut-il faire la résection gastrique ou pas dans le même temps? Eh bien, la question est non, il vaut mieux pas faire d'autant plus qu'on ne peut jamais être sûr sans avoir fait au moins une étude histologique sur ça. Chaque fois que vous avez quelque chose de suspect, le mieux possible est d'aller faire une suture de cet ulcère perforé, donc de temporiser, de bien faire des biopsies tout autour, aller les envoyer en amapathe et attendre pour faire un bilan d'expansion de cette maladie et opérer le malade dans de meilleures conditions pour aller lui faire une gastrectomie partielle ou totale, ça dépend où siège cet ulcère qui a été perforé. Donc, deuxième complication, et qui est la plus fréquente justement des ulcères gastriques, et même c'est la plus fréquente donc, des hémorragies digestives hautes, puisqu'elle constitue 30 à 40% des hémorragies, des causes d'hémorragie digestive haute, et c'est la plus fréquente des complications des ulcères gastro-duodénales. Donc, il faut savoir, comme elle vous l'a dit, ma consoeur tout à l'heure, 70 à 80% de ces hémorragies ulcéreuses vont se tarir spontanément et après, bien sûr, les méthodes médicales, c'est-à-dire le traitement médical, le traitement endoscopique, tout ça, normalement, arrive à tarir cette hémorragie. Sauf que parfois, bien sûr, la fibroscopie, elle vous l'a bien précisé, est très importante pour nous, chirurgiens. On ne peut pas aller opérer une hémorragie digestive comme ça sans avoir la moindre, je ne sais pas, signe d'où elle vient cette hémorragie, quelle est l'étiologie, parce que ça va différer entre varice œsophagienne et un ulcère duodénal. Pour confirmer que c'est vraiment une hémorragie digestive due à une rupture d'une artère d'un ulcère duodénal, il faut la fibroscopie pour montrer donc l'origine gastrique ou duodénale de ces saignements, la gravité, si c'est un saignement actif, donc artériel, il faut aller vite au bloc opératoire pour aller faire cette hémostase, ou bien commencer par une hémostase locale pour mieux stabiliser le malade avant de l'adresser au bloc opératoire. Et en général,
Donc, cette méthode évite le recours à la chirurgie en urgence dans 80 à 99%. Parfois, on arrive même à l'artériographie lorsqu'il y a une hémorragie cataclysmique avec une contre-indication, peut-être à aller opérer ce malade d'emblée. On peut faire donc une embolisation sélective de l'artère qui saigne pour mettre le malade dans de meilleures conditions avant d'aller l'opérer. Donc, l'indication du traitement chirurgical en cas d'hémorragie digestive, il faut retenir qu'il y a, elles sont au nombre de 3 surtout, c'est un patient qui reste instable malgré un remplissage massif, c'est-à-dire qu'on a transfusé quand même 5 kilos globulaires, il reste tout de même en hypotension, pâle, il ressaigne. Et lorsque l'origine de l'hémorragie est identifiée et qu'elle est active, ça veut dire que si elle est active, c'est un saignement artériel, il ne risque pas de se tarir de si simple que ça, donc il vaut mieux aller les opérer pour faire une hémostase plus conséquente. Et en cas d'échec du traitement, ça veut dire qu'on a démarré un traitement endoscopique, on a pu peut-être tarir l'hémorragie quelque temps et puis elle reprend après, ça c'est un échec et dans ce cas-là, il faudrait emmener le patient pour aller au bloc opératoire. Alors, 2 méthodes pour faire cette hémostase chirurgicale dans un ulcère duodénal qui saigne. Il faut aller donc ouvrir, comme elle a dit, donc faire une duodénotomie. Donc il faut aller, la méthode directe. La méthode directe, c'est d'aborder directement l'ulcère qui saigne. Ça veut dire qu'on va faire la laparotomie donc abdominale, faire une duodénotomie, c'est-à-dire ouvrir le duodénum et aller faire avoir accès sur l'ulcère et aller suturer cet ulcère tout en ayant à l'esprit qu'en suturant cet ulcère et les berges de cet ulcère, on embranche avec nous une partie de l'artère qui est postérieure et on va faire l'hémostase. Dans ce cas-là, le problème est réglé, c'est une méthode simple, sauf qu'elle a l'inconvénient que l'ulcère reste en place et expose donc aux éventuelles récidives après. Mais là, les récidives, je vous ai dit, ont diminué du fait de traitement médical qui est de plus en plus efficace. Donc, les malades cicatrisent très bien. La directe, donc c'est ça, si vous voulez le voir un peu, il y a une laparotomie, on va ouvrir le duodénum, on va aborder l'ulcère à ce niveau-là et faire des points de suture tout en embranchant sur l'artère qui est en postérieur. Par contre, l'indirect, ça veut dire que, par exemple, lorsque vous avez un ulcère duodénal qui est postérieur est donc en contact avec qui? Il est en contact avec l'artère gastro-duodénale qui est juste en arrière. Donc, il faut aller faire une ligature de cette artère gastro-duodénale. Donc, elle permet donc de faire l'hémostase et évite une gastrectomie, sauf qu'elle risque de dévasculariser un petit peu, puisqu'on va quand même faire des ligatures d'artères qui sont un peu grosses. Vous voyez ici, par exemple, au lieu d'aller aborder l'ulcère dans le duodénum là, on va aborder l'artère gastro-duodénale en sus-pylorique et en sous-pylorique, donc ligaturer les 2 côtés et mettre l'artère qui saigne en hémostase, on est sûr d'avoir. Et là, c'est le fait de décoller et tout, on risque un peu de dévasculariser la région duodénale, mais pas un grand danger, comme elle vous a dit, parce que c'est un organe qui est richement vascularisé. En général, il y a toujours des anastomoses de part et d'autre. Le traitement chirurgical de l'ulcère gastrique hémorragique, c'est la même chose. Il va falloir faire une laparotomie médiane sus-ombilicale et aller faire une gastrotomie exploratrice, ouvrir donc l'estomac, aller chercher donc ce qui saigne comme ulcère et suturer cet ulcère comme pour tout à l'heure. Une vagotomie, toujours comme pour le duodénum. La vagotomie n'est pas obligatoire dans ce cas. Je vous ai dit que traiter la complication ne veut pas dire aller automatiquement traiter la maladie ulcéreuse en faisant une vagotomie tronculaire. Ça ne sert à rien. Il y a des méthodes médicales maintenant qui sont très efficaces. On peut donner la chance à ce malade d'avoir un traitement médical bien mené pour cicatriser plutôt que de l'exposer à tous les effets secondaires d'une vagotomie qui peuvent être néfastes à l'avenir. Donc, la gastrectomie d'hémostase, elle a des avantages, c'est qu'elle réalise en même temps le traitement d'ulcère et de la maladie ulcéreuse en même temps. Le principe, c'est de faire vagotomie avec entrectomie, donc emportant l'ulcère qui est en train de saigner. Elle s'impose vraiment dans moins de 10% pour des cas vraiment particuliers.
Et en cas d'ulcère sous-cardial, ça veut dire qui est juste au-dessous de l'œsophage, ça veut dire que cet ulcère est très haut, et là, on sera obligé de faire aussi des gastrectomies totales à éviter chez des malades qui sont souvent en mauvais état général et qui sont donc susceptibles de faire des complications très importantes. Donc, la gastrectomie, à chaque fois qu'il y a un estomac qui saigne, il faut savoir qu'il est préférable de réaliser des gestes limités, c'est-à-dire une ulcérectomie ou une gastrectomie en gouttière, mais pas des gastrectomies totales ou étendues, parce que ces procédés traitent l'hémorragie, enlèvent l'ulcère, réalisent donc des biopsies et recherchent un cancer associé. Donc, des méthodes très simples, il ne faut pas aller vers les gestes lourds de conséquences pour des lésions qui peuvent être bénignes le jour même. Donc, la troisième complication, si vous voulez, qui est la moins fréquente, de plus en plus rare, pourquoi? Je vous ai dit, parce que le traitement de l'ulcère devient très efficace. Il est rare maintenant qu'on reçoive un malade avec une complication de sténose. Il faut que ça, donc elle est de plus en plus rare, c'est-à-dire 1 à 3. Donc, et le recours à la chirurgie est de ce fait exceptionnel. Elle complique les ulcères bulbaires et prépyloriques, les sténoses pyloriques compliquent les ulcères bulbaires et prépyloriques. Les indications de chirurgie pour sténose pylorique touchent souvent des catégories sociales qui sont peu favorisées, notamment les patients âgés. Et l'accès à la chirurgie survenant après des années, ça veut dire que ce malade ne va pas consulter tout de suite, il va avoir quelques nausées, quelques vomissements, mais il ne va pas venir tout de suite. Il va rester longtemps pour venir consulter à un stade où l'estomac est déjà très extasié, très dilaté, parce qu'il commence à vomir tout ce qui... La sténose est tellement importante qu'il va commencer à rejeter même l'eau lorsqu'il le prend. Et là, c'est vraiment désagréable pour lui. Et quand il arrive à ce stade-là, donc, il faut d'abord préparer avant d'arriver à la chirurgie. Cette préparation va conditionner la réussite du geste chirurgical. Il faut une bonne réanimation préopératoire, corriger tous les troubles. Du moment qu'il vomit, il aura donc des troubles hydroélectrolytiques importants. Il faut corriger la déshydratation, les troubles ioniques qui accompagnent toujours cette sténose. Il faut mettre ce qu'on appelle la sonde nasogastrique. C'est une sonde qui va passer par le nez pour éviter de mettre une sonde directement par la bouche. On la fait passer par le nez pour que la bouche reste quand même libre pour le patient. Elle va passer dans l'estomac. On va aspirer au fur et à mesure l'estomac pour vider et pour diminuer cette stase gastrique qui est très, très désagréable pour le patient, qui va le gêner même pour la respiration, du moment qu'il va gêner même les hélicopoles diaphragmatiques, vu la stase importante de cet estomac. Et elle va nous aider aussi à redonner une nutrition à ce patient, non pas par la sonde, mais par une nutrition donc parentérale, pour lui éviter, donc pour corriger un petit peu tous les déséquilibres de catabolisme qu'il a eu à travers. Donc, une endoscopie va s'assurer d'abord de l'absence de cancer associé. Bien sûr, ça va de soi. Lorsqu'on a préparé notre estomac, on l'a vidé, on a pu explorer sur le plan fibroscopique, on est sûr qu'il n'y a pas de cancer sous-jacent et la sténose est purement ulcéreuse dans ce cas. Donc, il faut tenter des dilatations endoscopiques si on peut, mais lorsque ça échoue, on est obligé donc de passer à l'entérectomie ou bien par une simple gastro-entéroanastomose. La différence entre entérectomie et gastro-entéroanastomose, entérectomie, ça veut dire qu'on va enlever une partie de l'estomac et anastomoser donc le reste de l'estomac avec le jéjunement. Par contre, une gastro-entéroanastomose, on n'a pas besoin de faire de résection au niveau de l'estomac, on va faire juste remonter une anse jéjunale et faire une anastomose pour court-circuiter le duodénum. Comme ça, l'alimentation ne va plus passer par le duodénum, mais elle va passer directement de l'estomac vers le jéjunement. Dans ce contexte, donc l'intervention s'adresse à des malades qui ne sont pas toujours capables de supporter une anesthésie générale de plusieurs heures. Et donc, le geste le plus simple doit être le mieux proposé. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la maladie ulcéreuse est une maladie contrôlée par le traitement médical. Le recours à la chirurgie est de plus en plus donc, rare. Il faut toutefois ne pas manquer l'heure de la chirurgie qui reste indiquée
dans tout ce qui est complication de cette ulcère, que ce soit perforation, hémorragie ou sténose, et le traitement chirurgical de la maladie ulcéreuse dans le même temps opératoire est de plus en plus discuté en raison de l'efficacité du traitement médical. Voilà, je vous remercie. Maintenant, s'il y a des questions qui vous semblent importantes, je suis prête à vous répondre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, oui. Ah, je désactive. Et comment avoir les questions? Parce que je n'ai pas accès. D'accord, 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 d'accord. Merci, merci. Bye.
Alors, je crois que j'ai les mêmes questions que celles de... Oui, il y a des questions qui se répètent, donc il faut Oui. sélectionner certaines questions et c'est tout, hein. Donc on ne peut pas répondre à Alors, 69 je vois une question là. Est-ce que la vagotomie a des effets secondaires indésirables? Oui, j'ai dit que parmi les effets secondaires indésirables de la vagotomie, c'est d'avoir une sténose pylorique secondaire. Ça veut dire on sectionne le nerf vague et on crée une sténose du pylore. C'est pour ça qu'on associe automatiquement donc des pyloroplasties associées pour élargir un peu notre pylore. Là, c'est parmi. Il y a des effets secondaires aussi sur le transit intestinal qui devient, on peut aggraver une diarrhée par exemple. Il y a des effets sur les branches hépatiques et biliaires. Donc c'est pour ça que en général on dit que les malades qui ont eu une vagotomie peuvent avoir une lithiase vésiculaire parce qu'il y a une diminution de la mobilité de la paroi vésiculaire, etc. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Parce que le duodénum sera non fonctionnel parce qu'il a un rôle important dans l'absorption. Non, 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 bien sûr qu'il sera toujours fonctionnel le duodénum. N'oubliez pas que au niveau du duodénum, une fois que vous passez cette étape du pylore, il y a autre chose au niveau du deuxième duodénum. Il y a les sécrétions biliopancréatiques qui vont venir à ce niveau-là. Donc la sécrétion, elle reste automatique, bien sûr, et l'absorption sera la même. On va juste court-circuiter la sténose qui est au niveau du sphincter de pylore. Mais le duodénum, il persistera toujours à avoir sa fonction normale. Dans la méthode de Taylor, comment peut-on être sûr que le patient n'a pas de cancer et comment peut-on se contenter d'une surveillance alors qu'on a une perforation? Eh bien, il faut être sûr que ce patient n'a pas d'antécédent parce que ça dépendra de votre interrogatoire. Voyons, vous êtes chirurgien, vous n'allez pas entamer une méthode de Taylor si vous n'avez pas une anamnèse très importante avec votre patiente. Si vos patients vous disent qu'ils ont maigri ces derniers temps, ils ont eu des vomissements, des nausées, ils ont eu même des hématémèses, une notion d'hématémèse associée, là vous êtes sûr que probablement il y a peut-être quelque chose de sous-jacent au niveau de l'estomac et qu'il faudrait commencer par explorer cet estomac, ne serait-ce que faire un scanner abdominal qui n'est pas contre-indiqué en cas de perforation. Et on peut le faire tout de suite, même en urgence, un scanner abdominal. S'il y a un processus tumoral gastrique, c'est clair que ce n'est pas la méthode de Taylor qui va sauver ce patient. Si on fait une vagotomie, on ne perd pas la motricité, la sécrétion gastrique et donc la fonction essentielle de l'estomac. Mais bien sûr que non, non, il va juste diminuer la sécrétion acide de l'estomac. Et en aucun cas, l'estomac ne va perdre son rôle, bien sûr. Comment peut-on connaître s'il y a une perforation avant d'arriver au pneumopéritoine? Eh bien, ça, c'est la clinique, hein, avant d'arriver au pneumopéritoine, c'est la clinique. Hein. Lorsque ce patient est suivi déjà pour un ulcère gastrique ou duodénal qui est connu et qui fait un tableau aigu de douleur abdominale en catastrophe, là, on peut aller être clinicien et aller penser à une perforation sans attendre le pneumopéritoine. Hein. Avec le ventre de poids que vous allez palper cliniquement, je pense que vous êtes assez clinicien pour vous en passer du pneumopéritoine. Comment peut-on en faire un Pouvez-vous expliquer la vagotomie suprasélective? Alors, la vagotomie suprasélective, je vous ai dit, vous avez la tronculaire, c'est la section des deux nerfs vagues, antérieurs et postérieurs, avec tout ce qui va en aval sera donc non fonctionnel. Lorsque vous faites la sélective, vous allez toujours sectionner ces nerfs vagues, mais après le départ de part des branches qui seront extragastriques, c'est-à-dire des branches qui vont vers le foie ou des branches qui vont vers le transcéliaque, mais le nerf de la targée aussi a été sectionné, c'est-à-dire le nerf qui descend vers l'antre, il sera sectionné. Et donc, il y a des branches aussi qui vont vers la partie terminale de cette... Par contre, la suprasélective, elle ne va faire qu'une petite squelettisation de la petite courbure gastrique. Et là, on va sectionner toutes les branches qui vont vers la petite courbure gastrique et donc préserver le nerf de la targée qui va descendre et qui va se terminer vers l'antre gastrique et donc aller préserver la motricité
entropylorique qui va rester intact. C'est pour ça que la suprasélective, on n'a pas besoin d'associer un geste de vidange gastrique, c'est-à-dire de pyloroplastie ou de gastro-entéro-anastomose. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous expliquer l'hémostase directe et indirecte? J'ai dit l'hémostase directe, ça veut dire qu'on va aborder, si on doute que ce soit par exemple un ulcère postérieur au niveau du duodénum, on va ouvrir le duodénum, aborder cet ulcère directement et aller le suturer. Suturer tout en embrochant l'artère qui est en train de saigner en postérieur. Par contre, l'indirect, toujours on a ouvert puisqu'on voit cet ulcère-là. On est sûr que c'est l'ulcère qui est en train de saigner, mais on ne va pas l'aborder juste en suturant seulement. On va ligaturer l'artère qui est en sus et sous-pylorique. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image, on va ligaturer l'artère gastro-duodénale qui est au-dessus, donc à sa naissance au-dessus du pylore et au-dessous. C'est-à-dire on va aborder indirectement l'ulcère, puisqu'on va ligaturer l'artère qui est en train de saigner au niveau de cet ulcère. C'est pour ça qu'on dit que c'est indirect, puisqu'on va aller directement vers l'artère et non pas vers l'ulcère. Par contre, la directe, on va directement sur l'ulcère et aller ligaturer cet ulcère et le suturer tout en embrochant l'artère qui est en postérieur. J'espère que j'ai été clair. Quand on fait communiquer l'estomac avec les juments, quelles sont les indications? Contre-indications du traitement chirurgical des ulcères duodénales. Là, je pense que c'est une question qui est très mal menée. L'Helicobacter pylori, faut-il éradiquer systématiquement l'Helicobacter en cas d'hémorragie digestive? Eh bien, il faut d'abord qu'on confirme qu'il s'agit bien d'un ulcère avec présence d'Helicobacter pylori. Parce que quand vous avez un malade qui vient pour la première fois, d'emblée pour une complication, une hémorragie digestive, je vous ai dit, on l'a opéré, on l'a sauvé, maintenant il est sauvé, on est sûr qu'il y a un ulcère sous-jacent puisqu'on a fait une fibroscopie dans le cadre de l'urgence qui a confirmé le saignement, mais cet ulcère, une fois qu'il a été sauvé, ce malade, et il a été traité pour son hémorragie, on va le confier à un gastro. Ce gastro-entérologue aura donc le soin d'aller faire d'abord des prélèvements sur cet ulcère, des prélèvements à la recherche de cet Helicobacter pylori. Si cet Helicobacter pylori est présent, il va bénéficier de la thérapie qui est consacrée à cet Helicobacter pylori. S'il n'est pas présent, il y a tout de même un traitement pour cet ulcère qui sera bien sûr instauré, maintenant avec ou sans spécificité des antibiotiques de l'Helicobacter pylori. Ça, c'est le soin revient au gastro-entérologue d'en juger en fonction de, si vous voulez, des facteurs de risque de ce patient. Mais bien sûr qu'on traite systématiquement le